Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes invité, monsieur le grand rabbin Chaim Corsia. Bonjour. Alors nous sommes donc à un peu moins d'une heure du départ de la manifestation pour la République et contre l'antisémitisme à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et du président du Sénat, Gérard Larcher. Une marche qui tourne quelque part au pugilat politique. Est-ce que c'est justifié ? Comment faire la part des choses entre le refus de LFI de se joindre à cette marche contre l'antisémitisme et le choix du Rassemblement national d'y participer ? Mais pour commencer, Chaim Corsia, quel est le sens de cette marche ? Et puis, pourquoi faut-il y prendre part ? Il faut y prendre part parce que ce sont deux principes absolus dans l'histoire de la République. Chaque fois que la République a été forte, l'antisémitisme a perdu ses droits dans la République. Et chaque fois que l'antisémitisme a commencé à prendre de l'ampleur, au moment par exemple de l'affaire Dreyfus, la République a vacillé. Et en 1940, quand la République tombe, le droit des Juifs devient catastrophique. Et on entre dans le process de déportation. C'est-à-dire qu'en gros, l'antisémitisme est un marqueur fort de la capacité de la République à assumer sa vocation. Et donc pour moi, cette marche est essentielle. Elle intervient à l'appel des représentants du peuple français, c'est-à-dire du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Et je trouve que c'est un symbole fort. Et tout le monde devrait se sentir concerné par un appel aux valeurs de la République. Vous parlez de l'affaire Dreyfus, vous parlez de la Shoah. Il y a un parallèle à faire avec un moment de l'histoire de France par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Chaque fois qu'on remet en cause la capacité de quelqu'un qui n'est pas dans un moule supposé de vivre, autrement dit, ce qu'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le marqueur du refus de la différence dans la volonté. C'est-à-dire, il y a un refus de la différence de quelqu'un qui dit « moi, je veux vivre avec vous, dans ce que je suis ». Ce que le judaïsme a toujours professé. On veut rester juif, mais ceci dit, c'est un invariant de l'histoire du monde. Dans la Bible, vous voyez, on va chercher loin. Dans la Bible, Aman, le méchant vizir du roi Assuérus, propose au roi de tuer tous les juifs, d'éliminer tous les juifs, parce qu'ils ne vivent pas comme nous. C'est l'histoire juive, quoi. Leurs règles sont différentes. Ouais. Oui, mais chaque société, dans l'histoire du monde où il y a eu de l'antisémitisme, ça a été finalement une catastrophe pour cette société. Regardez par exemple l'Espagne qui, en 1492, expulse, massacre, convertit de force les Juifs. Il y a les derniers feux au début du XVIe siècle, le feu de l'Espagne. Mais après, elle fait quoi l'Espagne ? Rien. On peut citer les pays d'après, la Pologne, sans Juifs. C'est plus le même pays je repense à un texte de Nicolas Quillet, qui était un préfet qui avait écrit un livre formidable qui explique à quel point l'Europe, en ayant perdu tant de ses Juifs, 6 millions de ses Juifs, l'Europe s'est appauvrie. C'est d'ailleurs la teneur des discours qu'on entend et qui me semble très juste. Tant la parole prophétique, il n'y a pas d'autre mot, de Manuel Valls qui avait dit en 2015 « La France sans les Juifs n'est plus la France », que le président de la République qui, dans sa lettre aux Français, dit si les Juifs ont peur, alors c'est que la République n'est pas à la hauteur. Alors comment vous qualifiez ce que la communauté juive, les Juifs français, vivent depuis le 7 octobre ? D'abord, un état de sidération comme l'ensemble de nos compatriotes, et puis très vite, 3-4 jours après, on a le sentiment que l'opinion se retourne, c'est-à-dire que brusquement, on a des réflexions qui sont insupportables, on a ce que le président de la République avait condamné par avance. Il n'y a pas de place pour des oui, mais. On reparlera de ce qui s'est passé un peu plus tard. C'est l'opinion. Voilà. L'opinion, elle est brusquement, les images utilisées par le Hamas, utiliser les images des Palestiniens que le Hamas oblige à rester comme bouclier humain à Gaza, empêchant de partir, empêchant de déférer aux demandes qu'on ne connaît pas dans aucun conflit. Il y a une armée qui dit à une population, puisque Israël est obligé de bombarder pour briser l'outil d'attaque du Hamas, il leur dit « partez, quittez les lieux que nous allons bombarder ». Le Hamas empêche cette population de le faire. Donc on voit bien l'opinion qui se retourne. Et encore, on n'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir dans les universités américaines où c'est vraiment une catastrophe. On va en parler de tout ça. Mais oui, mais la réalité, c'est que l'opinion se construit aussi par les images partout dans le monde. Et puis, il y a les phrases insupportables de certains leaders politiques qui renvoient la faute sur Israël, ce qui est un scandale intellectuel et à tout point de vue, un scandale moral. Et de tout ça, on va reparler. Mais est-ce que vous croyez que les Français réalisent ce qui est en train de se passer
notamment en ce qui concerne les attaques antisémites, les actes antisémites contre les Juifs. Est-ce qu'il réalise ça? Bah, c'est pas faute de le dire, mais je crois qu'il y a des gens qui ne perçoivent pas, parce que tant que vous ne vivez pas dans cette angoisse, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on garde la mezouza ou pas, des gens hésitent à laisser leur nom sur les boîtes aux lettres, des gens ont peur. Ajouter à cela le fait de ne pas être compris par nos concitoyens. Au fond, la grande peur, c'est pas tant la peur de la haine, c'est la peur de l'indifférence. La peur de l'indifférence. D'où l'importance de cette manifestation qui est un rappel, un engagement de tous les citoyens, toutes les citoyennes à refuser ce déni de fraternité envers les Juifs. L'indifférence, est-ce que c'était prévisible? Est-ce que les Juifs français sont en danger, monsieur le grand rabbin Corsia? En tout cas, il y a des menaces. Il y a des menaces d'ailleurs particulières sur les Juifs, et il y a des menaces sur l'ensemble de la société française. Vous savez, l'assassin de l'hypercacher a dit aux otages de l'hypercacher, et c'est la caissière Zari qui le rapporte, il leur dit « Vous êtes ceux qu'on déteste le plus, des Français et des Juifs. » Donc tout est dit. C'est Nicolas Sarkozy qui dit aujourd'hui dans le JDD, Raïm Corsia, que tout le monde a manifesté le 11 janvier 2015 en disant « Je suis Charlie », on s'en souvient. De la même manière, se devrait conduire chacun à dire aujourd'hui « Je suis juif ». Il a raison? Il a raison. Ouais. Ceci dit, le 11 janvier 2015, il y avait des panneaux « Je suis Charlie », il y avait des panneaux « Je suis policier », et il y avait des panneaux « Je suis juif ». Parce qu'il y avait aussi l'hypercacher, il y a des policiers qui ont été tués. Hein, oui, mais le président Sarkozy a raison de rappeler que notre capacité à faire société implique de ressentir ce que les autres vivent de la même façon que si on le vivait avec eux, pas avec eux, simplement à leur place. Et donc oui, cette idée « je suis juif », c'est parce que l'ensemble de la société doit comprendre que si les juifs sont attaqués à un moment, l'histoire montre que très peu de temps après, tout le monde est attaqué par le même mal. Donc ça ne sert à rien de se dire les juifs sont le paratonnerre des maux de la société, ils prennent tout sur eux. Non, non, non. Très vite, l'histoire l'a montré, et l'histoire le montre tragiquement, que chaque fois que les juifs sont menacés par quelque chose, eh bien c'est l'ensemble de la société qui est menacée par le même mal. En janvier 2015, 1 500 000 personnes étaient dans les rues de Paris. En janvier 2015. Plus de 40 dirigeants de divers pays étaient en tête du cortège. Et le 11 janvier 2015 restera dans l'histoire comme la plus grande mobilisation nationale citoyenne depuis la Libération. On n'a pas l'impression que ce sera le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut comparer les moments, comparer les temps, comparer... si vous voulez, le 11 juin 2015, on a vu la décence d'attendre à la fin de manifestation pour entendre quelques voix dissonantes en disant il y avait tel qui n'était pas, tel qui n'était pas. Là, dès l'appel à la manifestation, qui est un appel à l'engagement. La manifestation, ce n'est pas juste une idée d'aller marteler le pavé des rues de Paris. C'est un appel à l'engagement, ne pas se sentir impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Viens. Et donc, là, on a commencé les polémiques avant même de démarrer. On voit bien l'État. On dira tout à l'heure même, on voit bien le révisionnisme, le négationnisme. On voit bien l'état de la société qui cherche toujours à ne pas agir dans un élan. Et moi, je pense que la République, c'est un élan. Alors qu'il soit, je vais vous citer une phrase, qu'il soit religieux, social, identitaire ou racial, l'antisémitisme est toujours tel que le présentait Émile Zola, odieux. C'est Emmanuel Macron qui écrit ça aujourd'hui dans sa lettre aux Français, publiée notamment dans le Parisien, et donc quelques heures avant cette grande marche civique qui, selon lui, doit montrer une France unie derrière ses valeurs et son universalisme. Je suppose que vous adhérez aux propos du président, mais est-ce qu'il y a vraiment universalisme, unité, consensus, union nationale? Je veux dire, le président Hollande, après la marche du 11 janvier 2015, quand les premières et très rares d'ailleurs polémiques sont apparues, a dit cette phrase que je trouve très juste. Tous ceux qui ont manifesté l'ont fait au nom de tous. Alors, dans tout groupe humain, vous avez des gens qui portent des valeurs humanistes, des valeurs de partage, des valeurs universelles, mais il y en a d'autres qui sont réfractaires à cela. Une société qui serait 100% parfaite, c'est une société où il n'y aurait même pas besoin de marcher parce qu'il n'y aurait pas d'antisémitisme, et il n'y aurait pas de racisme, il n'y aurait pas de haine. Donc par nature, s'il y a de l'antisémitisme et de la haine, c'est que notre société n'est pas parfaite. Donc je ne demande pas que tout le monde manifeste. Je dis simplement, il faut que le geste soit fort pour que ce soit l'expression de l'ensemble de la société, de dire nous refusons l'antisémitisme et nous ne le laisserons même pas faire en fermant les yeux
ou en tournant la tête. Parce que Emmanuel Macron, il constate qu'il prône l'unité face à une insupportable résurgence de l'antisémitisme. Et il appelle à manifester. Et il appelle à manifester encourage en disant qu'il sera là qui sera là par l'esprit et le cœur. Mais résurgence de l'antisémitisme... La pensée et le cœur. Résurgence de l'antisémitisme, et c'est un constat qu'on fait régulièrement en France. Depuis au moins Ilan Halimi. Hein, Même avant. Oui, à partir de l'an 2000. Non, mais l'an 2000 avec la seconde intifada, c'est là où les faits antisémites explosent. Ouais. Et le gouvernement demande aux dirigeants de la communauté juive, écoutez, n'en parlez pas trop, parce que si vous en parlez, il y aura des répliques, il ne faut pas en parler. La réalité, c'est que cet antisémitisme venait d'une couche de la population qui n'était pas active dans l'antisémitisme. L'antisémitisme venait d'extrême droite, et là, le cas, c'était plus le cas. Ouais, donc, on va préciser les choses. Hein. Non, quand on dit ça, ça veut dire que ça venait des quartiers. Oui, c'est un antisémitisme venu de l'islam. C'est un antisémitisme venu d'une jeunesse complètement déboussolée, qui fait honte de parler d'islam, parce qu'ils ne portent même pas l'islam. Obnubilé par l'âne d'Israël, quelque part. Hein. Voilà, et donc, et peu importe les origines des uns des autres, la réalité, c'est que c'était un antisémitisme que les spécialistes, j'allais dire, n'étaient pas capables de combattre, puisque ils venaient de populations qu'ils passaient leur temps à défendre, et donc ça a bousculé tous les schémas. Mais la question, c'est qu'il faut être capable de voir le monde tel qu'il est, et pas tel qu'on rêve qu'il soit. Moi aussi, j'aimerais bien un monde idéal, où tout le monde est gentil, les journalistes ne poseraient pas des questions trop embêtantes, où les méchants ne seraient pas méchants, mais ça n'existe pas, ça. C'est un monde qui n'existe pas. Donc, on s'est rendu compte que l'antisémitisme dans la société, en tout cas en France, mais globalement dans l'ensemble des sociétés, était un indicateur du bien-être ou pas dans les sociétés. Et je remarque aussi une phrase dans ce que dit dans sa lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Il voit un motif d'espérance dans les marches organisées ce dimanche. Il dit pour la République, contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix. Hein ? Je crois que l'enjeu majeur de toutes les chancelleries européennes, et en particulier de la France, c'est d'aider, d'une manière ou d'une autre, à récupérer les otages. Les otages, c'est une brisure dans le concept qu'on se fait du respect de l'humain. C'est un concept... on voit à quel point, nous, dans notre histoire en France, chaque fois qu'on a eu des otages, et très souvent des journalistes, on scandait jour après jour la durée de leur calvaire, de leur notamment, souffrance. vous vous souvenez d'Ingrid Betancourt, elle était seule. Tous les jours, on l'a cité. Oui. Quand des Français, notamment des journalistes souvent, étaient pris en otage par Daesh, tous les jours. Bien sûr. Didier François, il rappelle ça aujourd'hui. Exactement. Il le rappelle. Mais je me rappelle, je l'ai revu quelques temps après, il m'a dit à quel point il savait qu'on faisait ça, à quel point ça le portait. Il ne m'oublie pas. Et il le dit aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, il faut écouter Didier François, qui est souvent sur LCI, qui dit les choses. Oui. Qui dit les choses. Mais vraiment, je trouve que le fait qui fait les constats par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc le fait d'œuvrer à la libération des otages, c'est un impératif, et je sais que le gouvernement et le président de la République y travaillent. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a des nationaux, mais que, et j'en sais gré au président de la République, quand dans son premier discours, il n'a pas fait de distinguo, et notamment lorsqu'il a rencontré le président de l'État d'Israël, Herzog, entre les ressortissants français et les autres. Chaque otage est insupportable à la conception qu'on se fait de l'humain. Et alors, je suppose aussi que vous approuvez cette mise en garde qu'Emmanuel Macron avait exprimée contre tout amalgame entre le rejet des musulmans et le soutien des juifs. Mais il n'y a aucun amalgame à faire. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais c'est une évidence. Et d'ailleurs, ceux qui hurlent en disant « il ne faut pas importer le conflit » sont les premiers à le faire. Je remarquais par exemple que dans un journal, peu importe lequel, mais dans un journal connu et bien installé, on voit guerre Israël-Hamas, des actes antisémites en France. Et tous les actes antisémites sont ramenés à la guerre entre Israël et le Hamas. Alors qu'en fait, c'est une question ici interne qui n'a pas à être percutée par les positions des uns ou des autres. Il pourrait y avoir des gens qui seraient pour défendre le peuple palestinien, mais qui doivent se lever contre l'antisémitisme, parce que, si on citait Fanon, on pourrait citer Martin Luther King, qui disait « Attention, quand on parle d'antisémitisme, c'est de toi qu'on parle ». Et alors, il y a les paroles et les actes, M. Grand-Rabbin Corsia. Emmanuel Macron écrit donc cette lettre très claire aux Français, mais, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ne participe pas à cette marche. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une faute de sa part ? C'est une question que tout le monde se pose. Hein. Oui, mais moi, je n'ai pas à juger ce que fait le président de la République. Je vois qu'il appelle à la marche, c'est-à-dire à la mobilisation, qu'il a les mots
juste concernant la lutte contre l'antisémitisme, et ces mots sont validés par l'engagement assez incroyable du gouvernement, parce que, et il le rappelle dans sa lettre, n'oublions pas, oui, 3 fois plus en un mois de faits antisémites que pendant toute l'année précédente, mais la moitié des personnes, des coupables, ont été déférées, arrêtées par la justice, c'est-à-dire des moyens pour aller chercher les coupables, c'est-à-dire prise en compte des plaintes immédiates, hyper-réactivité. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, la réponse de l'État sera foudroyante. Moi, je l'ai entendu quand il a dit cette phrase, et je peux vous dire que sa phrase et la façon dont il a dit ces mots, ça montrait toute la détermination de l'État. Et parallèlement, le garde des Sceaux a donné des directives très claires au procureur pour requérir enfin de la fermeté. Je vais vous dire, j'étais la semaine dernière à une grande conférence à Abu Dhabi, où il y a l'islam, qui est la religion de l'État, a créé un espace qui s'appelle la Maison de la Famille d'Abraham, avec une église, une mosquée, une synagogue, traités de la même façon, 3 cubes différents sur le même espace. Et donc, ils ont trouvé le moyen, vous savez, dans ce pays, pas un fait antisémite. Et vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de juifs? Oui, il y a des juifs, mais vous savez pourquoi? Il y a des juifs avec des synagogues, j'ai prié avec eux Shabbat, et c'était formidable. Vous savez pourquoi? Parce que quiconque détruit le pacte social, et une attaque antisémite serait pour eux détruire le pacte social, d'abord voit annuler son permis de séjour immédiatement, et il est condamné à de la prison ferme. C'est-à-dire qu'à un moment, la fermeté donne des fruits. Mais est-ce que... La question, c'était pas ça, c'était... Mais c'est ça ma réponse. Est-ce que vous regrettez ou pas l'absence d'Emmanuel Macron dans une heure à la manifestation? Est-ce que c'est une faute, une erreur de sa part? Mais le président appelle à manifester. Ouais. Donc ça vous suffit? Non, c'est pas que ça me suffit. Il a les mots justes, les actions justes. Et donc, de son point de vue, il y a peut-être aussi la question de la fonction. Moi, je vois bien qu'en tant que grand rabbin de France, c'est des choses que je faisais lorsque j'étais rabbin et que je ne peux pas faire quand je suis grand rabbin de France. Donc moi, je n'ai pas à juger ça. Comment vous l'expliquez? Est-ce que peut-être il a peur que ça réveille des mouvements dans l'opinion? Dans une partie de l'opinion? Non, parce que ces mots sont très clairs et très fermes et que symboliquement, c'est comme s'il avait manifesté avec tout le monde. Ouais. Alors, cette marche a tourné, tourne ou piger la politique, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié? De mon point de vue, c'est une honte. C'est une honte. C'est-à-dire que ceux qui veulent venir, non pas à dire je viens avec mon écharpe et je viens avec mon étiquette, il n'y a dans cette manifestation qu'une seule étiquette qui vaille, celle de citoyen ou de citoyenne. Point. Donc, et de ceux qui ne viennent pas, une façon de rejeter cette unité nationale. Et ceux qui ne viennent pas, c'est LFI, hein, la France Insoumise. Oui, mais ceux-là veulent briser l'unité nationale en disant quand vous manifestez, vous avez des arrière-pensées, mais non, pas du tout. La seule pensée, c'est réaffirmons les valeurs de la République, réaffirmons la centralité de la fraternité et luttons contre l'antisémitisme qui est très souvent, voyons les chiffres, qui est très souvent, parents pauvres, des luttes. Moi, je demande depuis des années que l'antisémitisme soit considéré comme une grande cause nationale. Il y a bien un moment où il faudra le faire pour lutter contre ces dérives et ce sentiment d'impunité. Quand vous condamnez quelqu'un qui violente quelqu'un, qui tabasse quelqu'un, qui l'insulte à rien, c'est-à-dire une peine avec du sursis, c'est-à-dire, mais il revient comme un héros, vous voyez, j'ai fait ça. En fait, il se sent validé par l'inconséquence des sanctions. Au centre de ce pugilat politique, vous y avez fait allusion, la présence de Marine Le Pen et des dirigeants du Rassemblement. Mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah non, mais je vous pose des questions. Oui, mais vous poser la question. Moi, je ne veux pas rentrer dans le commentaire sur qui est là, qui n'est pas là. Mais je vous pose des questions, après vous dites vous répondez ce que vous voulez. Serge Klarsfeld, président des fils et filles des déportés juifs de France, il considère qu'il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme, et il dit aussi que Marine Le Pen a rompu avec l'antisémitisme de ses origines. Il a raison ou pas? J'ai une grande règle, je ne critique jamais Serge et Beth Klarsfeld, qui sont pour moi des saints. C'est un homme qui a donné une identité aux victimes de déportation en France, qui a fait un travail, qui continue à faire un travail incroyable. Et donc, c'est son analyse, on n'est pas obligé de la partager, mais c'est son analyse. Je vous pose la question autrement. Dans moins d'une heure, vous serez à cette manifestation, un peu plus loin. Mais la rue appartient à tous. Oui, il y aura Marine Le Pen. Est-ce que ça vous dérange? Je vais demander à personne. Est-ce que ça vous dérange d'être à ses côtés? Je ne vais demander à personne son engagement politique. Vous savez, quand le Front National fait les chiffres qu'il fait, dans la rue, dans vos amis, vos proches, il peut y avoir des gens qui ont voté pour le Front National. Et on ne peut pas être en permanence dans les dire
pour qui tu as voté à telle élection, Non, mais c'est pas quel ça est la ton question. chemin électoral. C'est pas la question. Donc, Est-ce que ça vous dérange qu'elle soit à côté de vous à la J'ai- manifestation? mais- Est-ce que ça vous dérange? Moi, quand j'avance dans une manifestation, je regarde devant, je regarde le projet de manifestation, qui est un projet qu'on doit accompagner. Je regarde le chemin qui part de l'Assemblée nationale au Sénat, c'est-à-dire profondément républicain, au cœur du cheminement républicain, qui est celui de la démocratie, celui du débat courtois, on s'écoute, on échange, on accepte qu'une part de sa vérité meurt pour laisser la place à la vérité de l'autre. Voilà ce qu'est un débat Mais politique. est-ce que... Donc moi, je ne vais pas commencer à regarder Bien sûr. qui vient pas. C'est un appel à tous les citoyens, toutes les citoyennes. Voilà l'objectif. de Pierre cette Moscovici, il manifestation. était l'invité des Enfants de la République ce matin sur Radio J. Il considère que Marine Le Pen n'est pas antisémite. Il a raison. Vous aussi, vous Pierre considérez... Moscovici, dans la même émission, a dit quelque chose de formidable Ouais. en parlant du général Dreyfus. Non, on va en parler après. C'est deux choses différentes. Je Mais sais. moi, ça prouve que j'écoute vos Oui, émissions. bien sûr, mais on parlera de ça après. Moi, ce qui me Moi, je paraît vous parle de important, Marine Le Pen. Est-ce qu'il a raison de dire qu'elle n'est pas mais antisémite? c'est son choix. Moi, j'ai le Vous sentiment qu'elle garde évidemment des tropismes de ce qu'est ce parti. Elle fondé garde des par- tropismes, ça veut dire elle est quelque part antisémite ou c'est autour Mais d'elle? j'ai pas Vous n'avez donné, pas, d'accord. j'ai pas donné de syndicat. Je dis simplement, quand vous vous interdisez, quand vous voulez, dans votre programme, vous voulez interdire l'abattage rituel, Ouais. interdire l'importation de viande abattue rituelle, ça veut dire cachère et halal surtout, mais ça veut dire cachère aussi, en France. Quand vous voulez interdire le port des insignes religieux, c'est-à-dire la kippa dans la rue. Quand vous êtes pour des principes qui rejettent l'étranger, refusent la fraternité, c'est plus la République. Maintenant, chacun a le droit de voter pour eux ou contre eux. Moi, je dis simplement là, mais dans cette marche, il faut juste savoir qu'il y a un engagement personnel, individuel à s'engager dans ce combat pour la République et contre l'antisémitisme. Pour la République contre l'antisémitisme, est-ce que, vous allez dire que je ne Vous voulez pas parler de la partie de Pierre Moscovici sur le capitaine Dreyfus, qui n'est pas capitaine, qui est lieutenant-colonel voilà, et qu'on aimerait bien voir général. Voilà. Et donc, est-ce que cette participation de Le Pen, Bardella, des élus et des militants de RN à cette marche contre l'antisémitisme, c'est pas l'étape ultime de la dédiabolisation de Marine Le Pen et du Rassemblement national? C'est pas une marche qui change l'ADN d'un parti. L'ADN, c'est quoi? C'est un ADN antisémite? Non, c'est un ADN qui a porté des valeurs incompatibles avec l'idée qu'on se fait de la République. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? Maintenant, moi, je vous répète, c'est pas le moment d'en parler, sûrement pas avant une marche où le principe c'est d'appeler tout le monde à s'engager. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Marine Le Pen? Non, je vois pas l'intérêt. Non. Donc les instances communautaires ne doivent pas changer. Moi, je vois pas pourquoi. Avoir des contacts avec Marine Le Pen et le RN. Mais écoutez, gardez-les, vous la recevez, vous l'invitez. Non, ici à Radio J, on n'invite pas. Alors pourquoi vous voulez pas l'inviter? Vous voulez que moi je parle avec elle? Si non, mais je vous pose la question. Ouais. Non, mais j'ai le droit de changer, j'ai le droit aussi de vous poser une petite question. Ouais. Vous ne la recevez pas et vous voulez que moi j'échange? Non, mais vous savez pas ce que je pense, mais moi je vous pose la question. Hein? Non, pas question de l'avoir. Alors, donc, on parlait de la France insoumise tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure, qu'il ne soit pas là. Une question, un constat. Ces massacres, ces assassinats, ce pogrom de plus de 1200 Israéliens et étrangers, dont 40 Français, n'ont pas suffi à LFI, la France insoumise, pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste, à renvoyer dos à dos le Hamas et Israël et à manifester à Gaza en oubliant les massacres du 7 octobre. Vous en pensez quoi? Est-ce que quelque part, LFI, Mélenchon, Panot, ainsi de suite, ne sont pas devenus les idiots utiles du Hamas? Je trouve abject de ne pas voir la réalité, de ne pas avoir compris que c'était une attaque contre toute humanité. Et pour ceux qui refusent de voir cela, c'est être complice finalement d'une population qui cherche comment crier, hurler sa haine d'Israël. Et oui, on ne peut pas faire voter des textes qui disent que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Et quand on arrive à des postures antisionistes virulentes, dire mais ça c'est pas l'antisémitisme. Les filles, jamais voté. Hein. Peu importe, c'est la France qui le vote. C'est la France qui vote. On ne demande pas à chacun de dire moi j'ai pas voté, je suis pas tenu par la loi. Vous n'avez pas voté telle loi ou telle loi et pourtant vous êtes tenu par la loi. Mais vous dites c'est abject. C'est abject. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui disent, il y a beaucoup de personnalités, des intellectuels, des membres de la société civile, des journalistes qui disent, quelque part, derrière ça, et même des gens de la NUPES, du Parti Socialiste, et ainsi de suite, qui disent que derrière cette position, cette stratégie de LFI, il y a des petites raisons, des calculs électoralistes, c'est-à-dire capitaliser autour de LFI un électorat obnubilé par la haine d'Israël et par la haine des Juifs. C'est ça ou pas? C'est assumé, c'est revendiqué par les spécialistes et certains membres de la NUPES et de LFI. Et j'ai
honte finalement de cette posture, de mon point de vue raciste, qui consiste à dire les musulmans des banlieues voteront forcément pour nous si on dit du mal d'Israël. Ça, c'est l'état d'esprit de l'EFI, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais occultant le fait que ce sont des citoyens et des citoyennes qui sont aussi percutés par les questions de coût de la vie, les questions de respect, les questions de dignité, les questions d'emploi, les questions du logement, toutes les questions de la vie qui font qu'une politique, elle ne peut pas se poser sur un élément. C'est ça le racisme, c'est ne voir chez quelqu'un qu'une seule facette de ce qu'il est. Ça veut dire que le LFI est un parti raciste, antisémite? De mon point de vue, les postures qu'il prend posent la question de leur vision universaliste de la société française. Mais la question c'était... Et ça, c'est ma réponse. Racisme, antisémite. Je ne suis pas un spécialiste des anathèmes envers les uns ou les autres. Je dis simplement, c'est une conception de la vie électorale qui fait de la peine parce qu'elle n'a jamais amené dans l'histoire de la République et de la France plus largement, elle n'a jamais amené de bien à la société. Parce Chaque fois qu'on oppose les uns aux autres, qu'on veut monter les uns contre les autres, ça a toujours amené des catastrophes. Parce qu'on a en tête quelques déclarations, quelques tweets de Mélenchon et de ses amis, de ses camarades, ils s'appellent camarades entre eux. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet, a tweeté mardi, c'était mardi qui a tweeté ça Mélenchon, et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Raïm Corsia? Quand vous avez lu ce tweet? D'abord, je ne lis pas les tweets. Je ne lis pas ces tweets, mais ce que je vois, c'est que dans l'objectif de la manifestation, il y a réaffirmation des valeurs de la République, lutte contre l'antisémitisme. C'est tellement clair qu'il n'y a rien besoin de rajouter. Rien besoin de rajouter, mais quand même... il le fait, mais moi je suis pas tenu. Il en rajoute depuis des années, il multiplie les tweets, les voilà. déclarations au relent nauséabond sur le CRIF, vous savez, sur des personnalités d'origine juive, comme il y a le Braun-Pivet. Mais il avait fait aussi la même chose sur le CRIF à propos de Corbyn, en Angleterre. C'est vous dire, 2019, c'est vous dire le lien entre le CRIF en France et Corbyn en Angleterre. C'est vous dire à quel point l'obsession, elle l'empêche de réfléchir. Et donc, elle empêche de penser le monde. Obsession antisémite? L'obsession du CRIF, l'obsession de tous ceux qui, à ses yeux, lui ont pris son joujou. Ont pris son joujou, donc des déclarations au relent nauséabond sur des personnalités d'origine juive, comme Yael Braun-Pivet et Elisabeth Borne, ou Pierre Moscovici. C'était en 2013, il avait accusé de ne pas penser français, mais de penser finance internationale. Mélenchon, c'est un antisémite à l'insu de son plein gré, ou un antisémite tout court? Écoutez, je ne voudrais pas qu'on passe beaucoup de temps sur lui. Alors moi j'aimerais... Non, c'est pas le jour. Le jour, c'est lutter contre l'antisémitisme, cet antisémitisme du quotidien où des hommes et des femmes qui sont juifs, qui sont profondément français, se sentent brusquement abandonnés par leurs concitoyens. Et cette marche, c'est la façon de dire non, vos concitoyens ne vous abandonnent pas. Une dernière déclaration. Déchaînement de haine sous couvert d'antisionistes des députés insoumis depuis le 7 octobre. Avec vendredi, ces déclarations du député David Guiraud depuis Tunis, qui a affirmé, on a tous en tête ces déclarations, on les a vues sur les réseaux sociaux, on les a regardées. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, la maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. C'est quoi ça? Apologie du terrorisme, du révisionnisme, du négationnisme, un fond antisémite et complotiste? C'est un peu tout à la fois, puisque en fait, il a renvoyé à Sabra Shatila, il avait juste oublié, mais enfin, il n'est pas obligé de connaître l'histoire. Sabra Shatila, c'était pas Israël. Voilà. Et que c'était les milices chrétiennes qui avaient fait ça. Mais la grandeur d'Israël, c'est d'avoir lancé une commission d'enquête en Israël pour établir comment ils auraient pu empêcher les miliciens de faire cela. Je connais peu de pays qui font une commission d'enquête. Mais voilà, il est député de la République, cet homme. Oui, mais il est tellement hors de la vérité que c'est rien de commenter. Il n'est rien, en fait. Il n'est rien. Ça mérite un procès ou pas? On verra s'ils le font. Je crois qu'il y a des instances communautaires qui envisagent au moins de questionner le parquet pour voir si c'est répréhensible. 12 juifs ont été assassinés depuis l'inanimé. En France, parce qu'ils étaient nés juifs. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations, en choisissant une telle stratégie, Mélenchon et ses amis peuvent favoriser le passage à l'acte antisémite, peuvent armer les tueurs anti-juifs? C'est-à-dire que depuis longue litanie terrifiante des morts en France, on sait, notamment avec Samuel Paty, que sur Internet, des personnes radicalisées peuvent s'auto-convaincre de devoir passer à l'acte et de passer du monde virtuel, théorique d'Internet, au monde réel. Et alors? Donc moi je pense que tous les dirigeants, comme le diraient les Maximes des Pères, un texte de sagesse juive, que les sages, et on dirait aujourd'hui que quiconque est porteur d'une once de responsabilité, soit prudent
dans leurs paroles, car leurs paroles peuvent être des morsures de renard. Morsure de renard, Ouais. ça veut dire Ça veut dire que- armer les oui. tueurs anti-juifs. Oui. C'est possible, ça? Mais je pense que certaines déclarations font fi de la bêtise de certains qui peuvent pousser par cela à avoir une sorte de sentiment de faire quelque chose de grave, mais au nom de tous. Et je trouve que ces déclarations sont immondes et sont l'expression, au fond, d'une haine. D'une haine. D'une haine. C'est Elisabeth Borne qui dit « LFI s'est exclu du champ républicain ». Vous qui êtes un républicain, qui êtes attaché aux valeurs républicaines, vous dites « elle a raison, la Première Mais ministre ». ça fait longtemps que la Première ministre a raison, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus, d'ailleurs, y compris en interne, parce que je crois savoir que c'est pas le parti où il y a la plus grande démocratie et capacité d'expression. Et alors? Ça montre qu'on n'est plus dans quelque chose de républicain, mais dans un système autoritaire. Alors, dans moins d'une heure, cette manifestation, cette marche contre l'antisémitisme, pour la République, pour les valeurs de la République, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la marche, c'est aussi un rappel de nos engagements. C'est poursuivre cette politique de fermeté, c'est mettre les moyens pour lutter, c'est améliorer la prise de plaintes, faire en sorte qu'on continue ce travail extraordinaire de la police, de la préfecture de police, partout où on voit des moyens qui sont mis en place pour aller chercher les personnes. C'est faire des enquêtes, ne pas tout de suite dire c'est de l'antisémitisme, mais attendre et voir. C'est-à-dire poser de la raison sur quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Et c'est ça, la République. C'est ne pas être uniquement dans la thème, dans le rejet, c'est lutter pour remettre de la raison dans une société qui en perd. On appelle ça en hébreu faire le tikkun olam, la réparation du monde. Réparer le monde, c'est réparer les rapports entre les uns et les autres. Ouais. Oui, En France, si on met de la fermeté. ouais. Mais ça veut dire quoi, la fermeté? Ça veut dire comprendre qu'on ne peut pas avoir la moindre mansuétude pour des gens qui vous disent « mais je savais pas que c'était violent, ça m'est venu comme ça ». C'était venu comme ça uniquement parce que tu considères qu'après tout, c'est possible. Mais c'est pas naturel d'en venir à de la violence envers quelqu'un. Il faut donc avoir un moteur à la fois interne et un stimuli externe. Et il faut dire, d'ailleurs, il faut dire une chose. Hein. On parle d'antisémitisme, puisqu'il y a cette marche contre l'antisémitisme et pour la République, mais tous les racismes partent du même sentiment de négation. Le judaïsme s'est toujours engagé contre le racisme, contre le rejet de quiconque. Il n'y a pas un combat que nous ne partageons pas. Et je vais vous dire, il faut entendre les paroles d'Edmond Flegg, qui est mort il y a 60 ans tout juste, en octobre dernier, 60 ans, qui disait « Je suis juif parce que partout où souffre un humain, le juif souffre avec lui. » Donc, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « Oui, ils parlent d'antisémitisme, ils ne parlent pas de racisme anti-musulman ». Qu'est-ce que vous répondez? Mais je me suis toujours élevé contre le racisme, contre les musulmans, qui est une réalité dans notre pays, et il n'est pas plus légitime. Voilà pourquoi je ne supporte pas ceux qui disent il faut aller là ou là voter pour tel ou tel parti, parce qu'il va être... Non, uniquement parce qu'il est contre les musulmans, et qu'au fond, on oublie que les suivants... que les suivants... Non, pas du tout. Que les suivants sont les juifs. Donc je dis, si quelqu'un professe un racisme contre qui que ce soit, nous sommes la prochaine victime. Voilà. Aucune posture raciste ne peut amener du bien dans la République. Alors, tout a commencé, donc cette recrudescence de l'antisémitisme, cette haine qu'on sent dans les esprits un peu partout, avec les massacres au terrorisme, avec ce pogrom du Hamas du 7 octobre. Qu'est-ce que vous avez ressenti le 7 octobre quand vous avez appris ce qui s'est passé, et qu'est-ce que vous ressentez depuis? D'abord, évidemment, tous les sentiments de stupéfaction, l'horreur absolue, ce qu'on nous racontait était tellement hors norme qu'on se disait ce que ça a été fait par des humains. C'est la question de la négation de l'humanité qui m'a le plus choqué. Et puis peut-être autre chose, mais j'ai mis du temps à voir ça, c'est le fait que les nazis, par exemple, vous voyez, ont lancé en fin 1944 une opération qui s'appelle l'opération 1005. Et c'est l'opération qui consistait à aller chercher les traces des massacres et éliminer ces traces. Tout effacé. Déterrer les corps, les faire brûler, briser les os, et cacher, comme s'ils avaient conscience que comme ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait, mais c'était pas quelque chose de beau, de grand à montrer comme
pour en être fier. Et même s'ils ne savaient pas qu'il allait avoir le procès de Nuremberg, ils sentaient confusément que le monde ne pouvait pas ne pas les juger. Et donc, ça, il y a une sorte de vergogne, de honte à assumer ce qu'ils ont fait. Les nazis. Oui, mais les assassins du Hamas, non seulement n'ont pas cette honte, mais ont enregistré, ont diffusé sur les réseaux sociaux, se sont vantés du mal. Il n'y a même plus cette honte de faire le mal. Et c'est ça qui m'a percuté, parce qu'autant les nazis, il y avait la même volonté de sortir l'autre, les juifs en l'occurrence, de ce qu'est l'humanité. Les nazis les appelaient des shtuks, des morceaux, c'était pas des humains, c'était des morceaux. Et les assassins du Hamas ont traité la même façon. Et d'ailleurs, pour avoir vu le film de 45 minutes diffusé par Sahel, il y a eu une projection cette semaine à l'ambassade d'Israël. Pour avoir vu ces 45 minutes d'images, terrible, barbare. Et quand on voit ces terroristes palestiniens, l'exaltation qu'ils ont, la joie qu'ils ont après avoir assassiné, massacré, dépecé, violé des corps, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je crois que là, c'est pour ça qu'Israël est obligé... L'exaltation, la joie. Oui, mais c'est pour ça qu'Israël est obligé d'éradiquer le Hamas pour pouvoir ensuite imaginer et discuter, pour pouvoir penser la suite et pour pouvoir... Parce qu'il n'y a pas de possibilité de discuter avec des gens comme ça. Il n'y a pas de possibilité. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et ensuite, il faut espérer que les otages rentrent, parce qu'au niveau diplomatique, ça travaille beaucoup en ce moment pour faire en sorte que les otages soient rendus. Puis après, on verra comment la région peut construire la paix. D'ailleurs, il y a ce tweet de Jacques Attali qui a marqué d'hier. Question simple, Jacques Attali qui dit ça. Je vais envoyer un message pour le remercier, parce que je trouve... On va lire pour nos auditeurs. Aurait-il fallu cesser les combats contre l'Allemagne nazie, la laisser exister, faire fonctionner les camps de la mort et prospérer à travers les siècles pour ne pas prendre le risque de toucher un seul civil allemand? Parce que le procès qui est fait aujourd'hui à Israël, c'est de toucher des civils. Je veux dire, partout dans le monde, il y a des guerres contre des ennemis qu'on estime injustes. Personne ne demande aux Ukrainiens d'arrêter de combattre contre les Russes sous prétexte qu'il y a des morts, et il y a des morts des civils. Personne ne demande dans tous les lieux de combat du monde. C'est juste parce que c'est Israël, d'une certaine manière. On peut le voir du côté mal, mauvais. Dès qu'Israël fait quelque chose, c'est forcément mal. Moi, je le vois du côté bien. C'est-à-dire ? Finalement, le monde attend tellement d'Israël comme pays éthique, comme armée éthique, qu'on leur dit, vous ne pouvez pas faire ça. Sauf que là, c'est un peu différent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Israël lutte pour son existence. Sa survie. Alors que l'enjeu d'autres combats, c'est telle bande de terrain, que ce soit là ou là ou là. Je comprends que chacun veuille prendre et récupérer ce qu'il estime être son territoire. Mais il n'y a pas la mise en cause de l'existence de l'État. Israël combat pour son existence. Qu'est-ce que vous l'avez écrit à Jacques Attali? Je l'ai remercié parce qu'il pose avec la simplicité de ses mots... La finesse et l'intelligence. Il pose une question essentielle. Pourquoi Israël est traité différemment des autres pays? On pourrait dire comme le soir de la Pâque juive. Man ishtana. Quelle différence entre Israël? Ben, je vais vous dire. Entre Israël et les autres nations, Israël est porteur de la bénédiction que Dieu avait assurée à Abraham. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. On dit souvent Israël, le juif des nations. Oui, mais le juif, c'est aussi celui qui amène la bénédiction. Qui amène la bénédiction. Alors, et pourtant, Emmanuel Macron a exhorté Israël à cesser de tuer des femmes et des bébés et à Gaza, et estime qu'il n'y a aucune justification, c'est une interview à la BBC avant-hier ou avant-hier, aucune justification au bombardement tuant des civils à Gaza. Est-ce que cette déclaration vous a choqué, ou est-ce que vous la comprenez, voire est-ce que vous l'approuvez? Non, mais elle est surprenante par rapport à la ligne, mais qui a été rappelée d'ailleurs par le président dans sa lettre. Dans sa lettre je rappelle qu'Israël a le droit, et même le devoir de se défendre. Donc la question, c'est après les modalités. Bon, je suis surpris parce que ça tourne le dos aux premières déclarations, que au fond, on demande à un pays de faire une guerre sans guerre. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense, moi, que ça fait partie... Ça m'a surpris, ça nous a tous surpris. Ça vous a choqué? Ça nous a surpris, les mots du CRIF sont assez justes. On demande à comprendre. Vous en avez parlé avec le président Macron depuis? Non, mais là, on demande juste à comprendre. Le président Macron a fait cette lettre dans le Parisien est
une lettre formidable dans les mots, dans ce qu'elle propose, dans la réaffirmation de tout ce qui était les éléments sur lesquels se fondait notre politique depuis le 7 octobre. Soutien à Israël, capacité d'Israël à éradiquer le Hamas, ce sont les mots du président, donc c'est très clair. Et puis, il y a là maintenant d'autres mots. Maintenant, il faut les voir parce que ce sont des citations, des extraits d'interviews en anglais à la BBC. Bon, je te demande à voir. Mais ceci dit, j'espère que ça fait partie d'un deal plus large, notamment suite à ce qui se passe maintenant avec l'Arabie Saoudite où il y a la réunion des pays arabes. En gros, on appelle un apaisement. En contrepartie, il faut nous aider à récupérer les otages, tous les otages. Et vous dites, je vous ai entendu. Mais la question se pose. Je vous l'ai dit que le CRIF a fait une bonne réaction. Avec le président Eli Korchia, nous envisageons d'avoir une réaction. C'est-à-dire, on attend la manifestation. On ne veut absolument pas polluer cette manifestation. On a décidé d'attendre la manifestation pour juste essayer de comprendre. Et alors, vous dites, à l'instant, vous avez dit, il faut éradiquer le Hamas. Et après, on pourra. La paix passe par l'éradication du Hamas. Parce que porteur. Et vous y croyez encore à la paix? Mais porteur d'une telle haine, il n'y a pas de possibilité d'envisager la paix. Puisque pour faire la paix, il faut être deux. Or là, le Hamas dénie à quelques juifs que ce soit le fait d'être un humain. Ce qu'ils ont fait, c'est le témoignage du fait qu'ils ne partagent pas cette humanité. Deux dernières questions. Parmi les 1200 morts du 7 octobre, il y a donc 40 Français, soit le plus grand nombre de Français victimes du terrorisme en France depuis l'attentat Nice de juillet 2015. Est-ce qu'il faut rendre hommage à ces Français juifs victimes du terrorisme du Hamas? Comment et quand peut-être? D'abord, nous l'avons fait, la communauté juive l'a fait, évidemment. Non, la communauté juive l'a fait au moment de la semaine, au moment du mois. J'étais encore au CEJ, au Centre européen du judaïsme, on a reçu l'équipe de basket de Poel Tel Aviv, mais surtout des familles d'otages, et c'était bouleversant. Mais le président de la République a prévu de faire un hommage national sur le lieu des hommages des attentats des victimes, aux invalides, les victimes du terrorisme. Derrière les invalides, il y a le lieu où se font année après année les commémorations de toutes les victimes du terrorisme. Il fallait juste attendre qu'on sache exactement le nombre. Vous avez vu que le nombre a augmenté, y compris le nombre des victimes. Vous êtes passé à 1200, on était à 1400. Il y a eu... Parce qu'on ne reconnaît pas les corps. Exactement. C'est ça qui est terrible. Quand on voit ces images que j'ai vues, c'est ça qui est terrible. On voit des corps calcinés, des têtes décapitées, enfin bon, bref. Une horreur, mais que j'ai refusé de voir. Mais je sais que c'est quelque chose que nous ferons et qui est important. Le président donnera la date, c'est une question de jours, voire de semaines. Dernière question. Ça concerne ce que vous disiez tout à l'heure. Pierre Moscovici, il a donc demandé ce matin sur Radio J à élever le lieutenant-colonel Alfred Dreyfus, puisqu'il a été capitaine. Sa réhabilitation a conduit à l'élever au grade de lieutenant-colonel, donc au rang de général à titre posthume. Un grade, c'est Pierre Moscovici qui parle ainsi, qu'il l'aurait atteint si sa carrière n'avait pas été brisée. Et puis aussi, Pierre Moscovici demande au président de la République, à Emmanuel Macron, au nom de la reconnaissance de la patrie qu'il mérite, de faire entrer Alfred Dreyfus au Panthéon. Est-ce que vous souscrivez à cette double demande de Pierre Moscovici? Non, je souscris totalement à ce que demande le président Pierre Moscovici. Sur le fait qu'il soit général, j'ai déjà fait en sorte... J'ai posé la question officiellement en public au président de la République, mais je travaille sur cette question depuis 2006, depuis les 100 ans de la réhabilitation. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, Parce que Pierre Moscovici dit, l'armée dit on ne peut pas, le président renvoie à l'armée. C'est vrai que le président, à juste titre, veut que ce soit quelque chose qui émane des forces. Mais, en fait, c'est ce qu'on appelle une reconstitution de carrière. Le 13 juillet 2006, il est réhabilité, il repasse commandant. En plus, il continue, il défend Paris pendant la guerre de 14, avec le général Gallieni, il devient lieutenant-colonel, et il meurt un 13 juillet, incroyable, comme si sa réhabilitation, c'était le but de sa vie. Il meurt un 13 juillet. Et d'ailleurs, son catafalque passe par la Concorde, et les soldats voyant un cercueil, se mettent au garde à vous. Il est enterré. Si on reconstitue simplement sa carrière, et c'est un geste administratif, il devient général à titre posthume, et c'est mérité. Quant au Panthéon, c'est aussi à voir avec la famille. Je pense, moi je connais très bien une de ses arrière-petites-filles,
Anne-Sophie Lévy-Ouazana. Yves Dutheil est aussi... Oui. hein. Anne-Cécile Lévy-Ouazana fait partie de cette famille qui a toujours porté l'idée que Alfred Dreyfus était un héros. Moi, je lis de l'intérieur, les lettres, par exemple, à son épouse sont bouleversantes. Il est un héros dans sa capacité à avoir fait 2 choses: résister alors qu'on le poussait à mettre fin à sa vie, résister, et ne jamais avoir abdiqué de son amour pour la France. Et il a fait beaucoup pour la République, hein, à travers son combat. Mais énormément. Hein. Et maintenant, donc, il faut juste Panthéon, penser que n'avoir jamais abdiqué de l'amour pour la République, c'est un peu ce que disait Théodore Reynac lorsqu'il remettait des prix à un Talmud Torah du consistoire en 1897. Aimez la France, même si l'écume peut vous donner le sentiment qu'elle se comporte avec vous comme une marâtre, car elle est votre mère et vous êtes ses enfants. La République, la France. Mais est-ce que vous avez bon espoir que le général Alfred Dreyfus entre un jour au Panthéon? D'abord, sachez que 2 ministres de la Défense, Michel Alliot-Marie et Florence Parly, ont dit de lui dans des discours officiels, c'est-à-dire pour l'une le 13 juillet 2006 et pour l'autre devant le discours de la rave du Vel-d'Hiv, il est pour nous un général in pectore, un général dans notre cœur. Le Panthéon. Le président est plutôt assez pour si on trouve le moyen de faire en sorte que ça émane des forces. Quant au Panthéon, c'est la volonté de la famille et je suis persuadé que Anne-Cécile Lévy-Ouazana, dont je parlais, et d'autres, les autres membres de la famille, pourront eux exprimer leur volonté. Vous pensez que le président l'acceptera? En tout cas, ce serait une très belle chose. Ce serait une très belle chose. Merci en tout cas, monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve dans quelques minutes, place des Invalides, pour cette manifestation. Bonne fin d'après-midi dans les rues de Paris. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Voilà.